Que nous réserve l'actualité ce mercredi? Affaire Ghislaine Dugarry assis le nerf de la paralysie de l'école ivoirienne. Transfuge politique, peut-on leur faire confiance dans leur nouveau parti? Algérie-Mali, une confrontation à haut risque pour l'AES. Trois gros sujets qui vont certainement susciter de l'inspiration chez nos chroniqueurs attitrés, Soroja Biga et Jean-Richard Nguessan. Mais juste avant d'égrener les sujets à l'ordre du jour, on fera un point en tout début d'émission sur les suites de la grève des enseignants. Où en est-on à ce jour? Générique et on revient tout de suite après. Alors, ce mercredi 9 avril a eu lieu au plateau donc à Abidjan une rencontre entre les syndicats grévistes et les ministres de l'Éducation et de la fonction publique. Voici la déclaration qui a sanctionné cette rencontre entre les différentes parties. On écoute et on revient pour l'analyse. Le mercredi 9 avril 2025, sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, s'est tenue une rencontre présidée par Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Pouloto, en présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Marietou Kone, du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, M. Touré Mamadou, avec les responsables de l'intersyndicale, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui observent un arrêt de travail depuis le 3 avril 2025 pour réclamer une prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation. Cette rencontre avait pour objet de ramener à la table du dialogue ces organisations syndicales en vue de mettre fin à la crise qui secoue le secteur éducation-formation. Les principaux enjeux visaient à sauvegarder l'année scolaire, à garantir le droit à l'éducation et à trouver une issue favorable à la résolution de cette crise. À l'issue des échanges, les parties ont convenu de ce qui suit. L'organisation d'un atelier inclusif les 17, 18 et 19 avril 2025, réunissant l'ensemble des parties prenantes autour du thème « Examen de la revendication relative à la prime, élaboration d'un chronogramme de travail ». L'organisation d'une rencontre au cabinet de Madame le ministre d'État pour la restitution des résolutions et des conclusions de cet atelier le mardi 23 avril 2025. La réaffirmation de la nécessité de privilégier la voie du dialogue responsable pour l'examen de toute préoccupation conformément à l'esprit de la grève sociale. Les organisations syndicales ont fait le plaidoyer de la libération de leurs camarades incarcérés ou interpellés et la levée des mesures à caractère financier prises lors de l'arrêt de travail observé les 15, 16 et 17 octobre 2024. Les membres du gouvernement, rappelant le principe de la séparation des pouvoirs, ont fait connaître que le plaidoyer relatif à la demande des personnes condamnées ou interpellées relève de la compétence de la justice. Toutefois, ils ont promis porter ces doléances à l'attention du gouvernement. En retour, les membres du gouvernement ont demandé un signal fort allant dans le sens de l'apaisement pour l'arrêt de la grève déclenchée depuis le 3 avril 2025. L'intersyndicale, tout en saluant l'esprit de convivialité qui a prévalu au cours de cette discussion, s'engage à consulter sa base le jeudi 10 avril 2025 au cours d'une assemblée générale, fait à Abidjan le 9 avril 2025. Jean-Richard, le dialogue semble progressivement s'installer dans le bras de fer
qui oppose les grévistes enseignants et le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, la rencontre semble avoir dégagé des pistes de solutionnement prometteuses. Quel commentaire faites-vous des déclarations de Bliblé David, qui se trouve être le chef de file des contestataires? À l'écoute de ce communiqué, je me dis qu'on aurait pu faire... on aurait pu se passer de cette grève. Fort malheureusement, depuis le jeudi 3 avril dernier, l'école connaît des perturbations. On sait que de part et d'autre, les positions se sont durcies. Aujourd'hui, on salue cette déclaration qui montre de part et d'autre qu'il y a une volonté manifeste d'aller au règlement de la crise. La question de la prime a été évoquée sans tabou lorsqu'on écoute M. Bly. Ils ont évoqué plusieurs problèmes, notamment l'affaire Dugarry qui est encore en prison. On espère qu'au sorti de ces différentes rencontres, on a vu que le gouvernement montre une volonté de régler le problème avec la présence de 3 ministres, ce qu'il faut saluer. On espère véritablement que les heures qui viennent, on va sortir de cette crise. Soro Djabiga, une assemblée générale des syndicats grévistes est prévue pour demain, jeudi 10 avril. À quoi doit-on s'attendre selon vous? Pour une assemblée générale, il faut s'attendre à des nouvelles relativement bien, mais il faut prendre aussi la situation avec beaucoup de pincettes, parce que je pense qu'au préalable, il y a eu des rencontres avec le gouvernement et il y a eu des promesses tenues qui n'ont pas été exécutées. C'est tout ceci qui nous a conduit à cette situation que nous traversons aujourd'hui. Mais je pense que ramener les syndicats à la table des discussions déjà traduit une volonté manifeste de pouvoir régler ce problème-là et apaiser la situation. Donc je pense que sur cette piste-là, et après avoir écouté les différentes parties, notamment le gouvernement aussi, on sent qu'il y a une volonté véritablement d'apaiser la situation. Parce qu'il faut le dire, la situation que les enseignants traversent aujourd'hui est pénible. Déjà, parmi ces grévistes-là, il y en a qui ne perçoivent pas de salaire depuis quelques mois. Il y en a un qui a été jugé à 24 mois de prison. Et tous ces éléments font partie des éléments de revendication aujourd'hui. Il faut dire que le gouvernement aussi a joué une bonne carte aujourd'hui qui lui permet d'avoir des éléments en main pour pouvoir négocier. Par exemple, la libération du camarade Dugarry fait partie des éléments de revendication de la négociation. Donc, pour conclure, je peux dire qu'il faut d'abord appréhender cette situation avec beaucoup de pincettes et observer aussi. Parce qu'il y a une réalité qui est claire, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Et même si le gouvernement accepte aujourd'hui de céder des éléments parmi les points de revendication aux grévistes, encore faut-il mobiliser les ressources pour pouvoir les satisfaire et on parle de beaucoup de milliards. Donc la situation est compliquée, mais il faut quand même faire des concessions. Alors vous préférez jouer la carte de la prudence. Alors justement, on a ce syndicaliste Ghislain Dugarry-Assi, dont la situation va certainement cristalliser les débats à l'avenir, dans les jours à venir, autour du règlement du conflit qui oppose aujourd'hui les syndicats grévistes du secteur de l'enseignement au gouvernement ivoirien autour de la prime d'incitation. Il a été condamné, vous le rappeliez justement à l'instant, hier à 24 mois d'emprisonnement pour son activisme dans le déclenchement de ce mouvement social de grande envergure. Vos impressions après ce verdict-là, Jean-Richard, avant qu'on ne permette à Soro Djabiga d'opiner sur le sujet? Je pense que c'est dommage, on aurait pu ne pas arriver à cette condamnation. On sait plus ou moins que sur la table des négociations, forcément que Dugarry pèsera forcément. D'ailleurs, lorsqu'on a entendu à l'instant M. Blé, il a évoqué dans le communiqué final la volonté assez ferme des syndicalistes de voir Dugarry sorti de prison. Il n'a pas nommément cité Dugarry. Ah, mais on sait plus ou moins que... de façon allusive. On sait plus ou moins. Et la réponse des ministres, c'est que les pouvoirs sont partagés en Côte d'Ivoire. Ils attendent véritablement de plaider pour le cas Dugarry. On espère que certainement que l'Assemblée générale va appeler à la reprise des cours. On espère aussi qu'au niveau du pouvoir, on essaiera assez rapidement de libérer le camarade Dugarry afin que les cours reprennent sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que cette reprise des cours, avant d'écouter justement l'avocat du concerné, n'est pas en quelque sorte liée dans l'esprit des syndicats à des garanties fermes quant à la libération de ce dernier, Dugarry Ghislain-Assi? Oui, les syndicalistes sont fermes sur cette question. Quoi qu'ils feront des concessions, mais la libération de Dugarry est non négociable et non traitable. C'est un préalable avant de partir sur les tables des négociations et avant de vouloir véritablement répondre
la direction ouvrir les salles de classe. Et je pense qu'il a quand même manifesté son droit de revendiquer, de faire la grève. Et c'est constitutionnel, on ne devait pas lui retirer cela. Et on déplore aussi les conditions dans lesquelles il a été interpellé quand même. Et aujourd'hui aussi, quand on a entendu quand même les chefs d'accusation qui pesaient contre lui, on peut reprocher à quelqu'un quand même d'avoir manifesté. On lui dit par exemple coalition d'agents publics. Et on lui reproche aussi entrave au fonctionnement du service public. Il faut le dire clairement. Il faut pouvoir expliquer cela pour que le commun des mortels puisse comprendre. Est-ce qu'il est interdit aujourd'hui en Côte d'Ivoire de gréver et de manifester? Il a été arrêté à la veille de la première journée de la grève. Ils ont juste diffusé les messages de la grève, il a été interpellé. Je pense que c'était pour menacer, pour dissuader tous les éléments afin vraiment de mettre balle à terre. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les Sénégalais sont revenus encore plus forts et plus solides. Alors, son avocat a été interrogé hier à l'issue du procès. Il s'est donc adressé aux confrères au tribunal d'Abidjan. Voilà ce qu'il dit. Il égrène les chefs d'accusation qui ont été retenus contre son client pour aboutir à ce verdict. On l'écoute. Le plus grave, c'est que le parquet est allé même jusqu'à dire qu'ils ignoraient que c'était le domicile de M. Assi et qu'ils s'y sont rendus comme cela, de nuit à 1h du matin, et les agents ont cassé les portes et l'ont interpellé. Mais c'est grave ce qui vient d'être dit pour la liberté des personnes en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous allons interjeter appel afin qu'un autre jugement, une autre cour puisse examiner ce dossier dans des conditions de plus grande sérénité. Est fondé en Côte d'Ivoire dans la Constitution et son exercice ne se fait pas en dehors des heures de travail, ça se fait pendant les horaires de travail. Cela, c'est connu que le juge nous dise qu'elle ignore, qu'elle ne trouve pas la base textuelle, nous apprécierons et nous développerons d'autres moyens devant la cour d'appel. Mais à la vérité, il est poursuivi pour coalition d'agents publics. Vous avez bien pu noter qu'il était seul. Et même quand les membres du directoire ont été arrêtés, ils ont été relâchés. Mais quels sont les faits reprochés à M. Assi? Simplement d'avoir véhiculé le message comme quoi il y aura une grève le 3 et le 4 avril. Mais il a fait en tant que chargé de communication du MEDD. Donc il était dans sa mission. Qu'on nous dise que ça n'a rien à voir avec le droit de grève, mais qu'il a commis une faute en dehors du droit de grève par la diffusion de vidéos, on leur a demandé de nous rapporter simplement ces vidéos pour qu'on puisse en débattre. Vous avez vu qu'on ne nous a pas apporté de vidéos. On a demandé les preuves de l'obstruction qu'il aurait faite dans les écoles. On ne nous a pas apporté de preuves. Finalement, on nous sort comme dans un chapeau qu'on a fouillé, on n'a pas trouvé le texte qui permet à un syndicat, aux heures de travail, de se promener et de rencontrer ses syndiqués. Mais la juridiction également a oublié de dire comment le droit syndical, selon elle, doit s'appliquer, puisque ça ne s'applique pas également en dehors des heures de travail. Donc pour nous sommes tristes face à cette décision, mais après avoir échangé avec M. Assi, nous allons immédiatement interjeter appel de cette décision. Est-ce que, Jean-Richard, à partir de l'évolution des choses aujourd'hui, avec ce rapprochement qui tente à se dessiner entre les syndicats grévistes et le gouvernement, l'on peut s'attendre, pourquoi pas, à ce que le cas du Gari soit réglé peut-être à partir d'une décision politique ou sur incitation gouvernementale? On l'espère véritablement parce qu'au-delà du fond et de la forme, moi j'espère la sortie de Dugarry. Parce qu'on sait que depuis les années 90, l'école ivoirienne connaît plusieurs remous. On sait qu'il y a la vétusté des infrastructures, insuffisance
à bien de niveau. Et aujourd'hui, cette crise-là n'honore véritablement pas la Côte d'Ivoire quand on sait qu'on a quelques semaines des examens à grand tirage. Et cette situation-là ajoute à la tension sociopolitique au niveau de la Côte d'Ivoire. On gagnerait à vite évacuer ce problème, à vite régler le problème des enseignants. C'est vrai que Soro le disait à l'instant, est-ce qu'au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, on a les capacités pour donner véritablement aux enseignants ce qu'ils demandent? Je ne crois pas, mais l'État gagnerait à discuter véritablement avec les enseignants, mettre carte sur table et essayer, pourquoi pas, de faire comprendre aux enseignants que la Côte d'Ivoire n'est pas en mesure maintenant de leur octroyer des primes, et que cela se fera certainement. Et puis on aura une situation assez paisible au niveau de nos établissements. Soro Djabiga, j'ai envie de vous demander si vous partagez l'optimisme de Jean-Richard quant à la possibilité du dénouement du cas du Gari par la négociation ou par des concessions politiques au niveau du gouvernement. Moi, c'est mon avis. Hein. Derrière ces négociations-là, on a un gouvernement aujourd'hui qui n'a plus le choix. Un gouvernement qui a tenté le forcing et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ceux qui ont véritablement les manettes à main, ce sont les syndicalistes. Le gouvernement a tenté de les intimider. Aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné. Donc, je pense que la libération des... On devait plutôt s'interroger sur est-ce que les syndicalistes auront gain de cause? Est-ce qu'ils pourront être satisfaits? Sinon, pour ma part, la libération de Dugarry n'est vraiment pas... Elle est non conditionnelle. Voilà, elle est non conditionnelle. Ce n'est pas un grand problème. D'autant qu'il a manifesté, c'est son droit. C'est un droit universel. Voilà. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui à débattre, ce sont les éléments de la grève. Demander une prime d'incitation, c'est une prime humanitaire quand on connaît la situation des enseignants. Mais je vais au-delà de la libération du Dugarry. Je pense que pour ma part, que c'est un acquis. Parce que j'ai senti la volonté aujourd'hui au niveau des différents ministres. La ministre Anne Loto et la ministre Maria Toukouné, ça s'est vu, ça s'est lu dans leur manière de réagir, qu'elles veulent aller vraiment à l'apaisement. Et aller à l'apaisement, ce n'est pas laisser un enseignant en prison pendant que ses élèves manquent d'enseignement. Voilà, donc je pense que sa libération est imminente et c'est déjà un acquis. Mais je reviens là-dessus. Pour conclure justement sur le sujet, vous pensez quand même que la sentence de 2 ans d'emprisonnement, c'est assez sévère? Oui, je pense quand même qu'elle est sévère. Pour quelqu'un qui n'a pas cassé, qui n'a rien détruit, qui n'a pas d'arme à la main, on allait le prendre chez lui à la maison en dehors des heures de travail dans des conditions controversées. Je pense que humiliante, ouais. Je pense que c'est un peu sévère. Je suis convaincu que le gouvernement va rattraper le coup. Le procureur estime qu'il a véhiculer des messages, mais en tant que chargé de communication de ce syndicat, il avait cette responsabilité. Et si Dugarry a arrêté, je pense que l'ensemble du corps enseignant devait pouvoir le suivre en prison. Et j'espère véritablement que ce n'est pas la volonté au niveau des pouvoirs publics. J'espère que ce problème va se régler assez rapidement pour qu'en début de semaine prochaine, sur toute l'étendue du territoire, on puisse voir un apaisement, une accalmie au niveau des différentes écoles. Transfuge politique, peut-on leur faire confiance dans leur nouveau parti politique? Hier, c'était Jean-Yves Esso, cadre du PDCI RDA, qui annonçait son ralliement au RHDP au pouvoir. Aujourd'hui, l'on apprend par une publication de l'agence de presse régionale que dans quelques heures, donc ce jeudi, il y aura une grande cérémonie d'adhésion massive de militants du PDCI RDA qui vont suivre donc les pas de Jean-Yves Esso, qui les a précédés seulement 48 heures en arrière. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une tendance, à une sorte de phénomène qui se déclenche là, Soro Djabiga, à partir de Jean-Yves Esso? Oui, il faut s'y attendre. Et moi, je remets en cause un peu le management politique du président Tidjane Thiam. Il faut qu'il revoie cette méthode-là, sinon ça risque de créer une saignée au niveau du PDCI. Mais après, c'est habituel, non? À chaque veille d'élection... Oui, vous savez, sous nos cieux, on a tendance à récuser... Sous nos cieux, on a tendance à récuser la transhumance politique. Alors qu'au-delà même de la trahison, il y a plusieurs aspects qu'il faut pouvoir voir. Parce que pour pouvoir intégrer une formation politique, on a épousé la ligne, on a épousé la vision, l'idéologie, tout ça. Et demain, quand on n'est plus d'accord, on part. On ne reste pas pour perturber le fonctionnement du parti. Voilà, mais je disais tantôt qu'il faut, du côté du PDCI, le président Tidjane Thiam doit revoir un peu son management politique. Vous savez ce qui est à l'origine de ce problème avec le camarade Jean-Yves Esso. Et puis le PDCI avait décidé de ne plus participer au débat sur la chaîne NCI 360. Et véritablement, l'animatrice Evelyne Deba avait besoin d'un représentant du PDCI pour venir défendre le parti. Elle a passé 2 ou 3 coups de fil.
elle n'a pas pu avoir d'éléments. Elle a eu quand même des confrères journalistes que je ne citerai pas ici, pour JPDCI, qui n'ont pas voulu participer. Et c'est là qu'il a été contacté et il est allé en son nom propre. Et quand il est allé, malheureusement, ça a été mal perçu au niveau de sa chapelle politique et ça a donné ce que ça a donné. Mais il faut regarder hier, jusqu'à la veille, avant même sa démission, Jean-Yves Esso était un militant vraiment engagé. Et je pense qu'on devrait considérer tout cela. En dehors de Jean-Yves Esso, on annonce également d'autres ralliements en provenance du PDC-RDA. Vous pensez que c'est toujours par cause de frustration? Vous savez, les gens aussi sont opportunistes, il faut regarder sous cet angle-là aussi. Jean-Yves Esso est déjà un leader qui draine quand même du monde. Il est président d'une grande organisation qui est vraiment bien établie et qui fonctionne depuis un très bon moment, qui a beaucoup d'audience. Mais dit que ce n'est pas nouveau sous nos cieux que des militants quittent le PDCI pour aller au parti au pouvoir. Aujourd'hui, c'est eux qui ont les mallettes, c'est eux qui ont les moyens. Le PDCI est quand même dans l'opposition depuis plus de 23 ans. Les gens, on va le dire clairement, les gens ont faim, les gens continuent d'espérer jusqu'à maintenant que le président Tidjane Thiam soit sur la liste électorale et remporter l'élection pour que le PDCI revienne au pouvoir. Mais si la confiance commence à s'effriter du côté de certains militants qui sont intéressés par leur intérêt personnel, c'est normal de leur côté des partis, du côté du pouvoir. Jean-Michel Nguessan, en 1999, donc à la chute du président Bédié, on a assisté à une première vague de dissidence du parti. Certains ont rejoint le régime de transition d'alors, dirigé par le général Guy Robert. En 2000 également, lorsque Laurent Gbagbo accède au pouvoir d'État, un grand nombre de cadres du PDCI se rallient pratiquement au pouvoir en place, donc celui du Front populaire ivoirien. En 2011, dans le cadre du rapprochement après c'était une fusion entre le PDCI et le RDR dans le cadre de la grande coalition du RHDP. Mais en 2020, on a plus ou moins encore revu ce genre de choses-là qui sont produites encore à la veille des élections. Est-ce que ce n'est pas une tendance qui tente à décrédibiliser finalement le paysage politique ivoirien ? Je dirais oui et non. Vous avez énuméré plusieurs étapes de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Vous aurez pu énumérer également l'épisode de 2018. On se rappelle que le conseil de discipline du PDC-RDA avait sanctionné des militants tels que Adjoumani, Amédée, avec le départ du PDC-RDA qui avait décidé de rester avec le parti au pouvoir. Mais la transhumance politique, pour ma part, je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez cité les années... Le coup d'État de 1999. Et puis, à l'avènement du président Laurent Gbagbo, on a vu que son directeur de cabinet était un transfuge du PDCI-RDA. On a vu d'autres personnes proches du PDCI-RDA qui ont bifurqué également du côté du FPI à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une situation... Pour ma part, je pense que la transhumance politique a atteint son paroxysme avec l'avènement du RHDP. Et on le voit de plus en plus. On l'a vu il y a de cela quelques années avec plusieurs cas du PDC qui sont allés du côté du RHDP. On a vu à l'issue des élections législatives et municipales plusieurs cadres du PDC et de indépendants qui sont également partis du côté du RHDP. On se rappelle aussi du maire de Bodokro, je crois, dans la localité de Béoumi en 2022, qui était également parti, qui avait quitté le... RHDP, c'était une dynamique fédératrice de plusieurs partis à l'époque dans l'opposition qui se sont mis ensemble dans le cadre d'une grande coalition. Mais au-delà de ce fait, c'est aussi une stratégie du parti au pouvoir pour fragiliser l'adversaire. Parce que lorsqu'on nous dit que demain, il y aura une vague de cadres vers le RHDP, au niveau des militants du PDC, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre parti? Est-ce que le leadership, il évoquait tout à l'heure, du président Thiam pose aujourd'hui problème? On a évoqué le cas Jean-Yves Esso, qui a senti de la frustration, qui a senti qu'au niveau du parti, il n'était pas perçu à sa juste valeur. C'est vrai qu'il y a l'accès aux postes clés, lorsqu'on écoute son discours, il y a des intérêts économiques aussi qui jouent. Il a parlé du RHDP en tant que parti fort, qui est aujourd'hui assez fort financièrement. On sait aujourd'hui qu'il a évoqué le PDC-RDA est dans l'opposition depuis plus de 2 décennies. On sait qu'au niveau de bon nombre de militants, c'est plus la même force financière. On se pose des questions. Est-ce que le PDC va revenir au pouvoir? Donc, on essaie de voir, de se positionner. On cherche des postes clés. On essaie aussi d'affaiblir l'adversaire. On recherche de la visibilité. On recherche aussi l'opportunisme électoral, puisque le RHDP est un parti fort.
être du côté du RHDP, c'est avoir l'assurance d'avoir un accompagnement lorsqu'on sera aux élections, puisque c'est un parti fort qui a une forte représentativité au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc tous ces éléments mis ensemble permettent plus ou moins de montrer que le RHDP non seulement est un parti fort, mais nous interroge sur la capacité, sur le leadership de Tidjane Tcham. Que fait-il face à toute cette vague de transhumance? Alors justement, ces personnes qui quittent le PDC ou d'autres partis politiques, cela pourrait advenir, ne sait-on jamais, on est quand même à 6 mois de la présidentielle. Est-ce qu'on peut leur faire confiance dans leur nouvelle destination? Soro Djabiga, 1 minute avant d'écouter les autres confrères, vous allez tous les deux réagir sur la question, parce qu'on a 2 confrères qui ont accepté de nous partager leurs avis, leur lecture sur cette question qui est assez délicate, mais tout d'abord, vous sur le plateau. La confiance, c'est au niveau du parti qui les accueille. On peut leur faire confiance sur 2 axes. D'abord, le parti qui les accueille doit regarder d'abord leur vision, les projets qu'ils ont. C'est en fonction de ça qu'on peut observer pour voir s'ils sont vraiment venus objectivement pour apporter quelque chose. Maintenant, deuxièmement, il faut s'assurer aussi qu'ils ne sont pas venus pour être des taupes dans ce contexte sensible où nous sommes à 6 ou 7 mois des élections. Un Jean-Yves Lesso qui était vraiment très engagé et un homme très intelligent qui avait des arguments, qui était très structuré dans ses prises de position, dans ses débats. Mais c'est l'une des personnes les plus structurées dans les débats au niveau du PDCI. Allez sur sa page, vous verrez ses tests, ses analyses. Donc aujourd'hui, l'on vient à se demander si véritablement Jean-Yves Lesso est parti véritablement pour apporter quelque chose au RHDP ou c'est un cheval de Troie qui est rentré dans les instances du RHDP pour ressortir encore plus fort et pour apporter beaucoup de choses au PDCI. Jean-Charles Nguessan, Jean-Yves Lesso qui fait maintenant partie du RHDP, d'autres militants qui vont certainement le suivre. Quand même, c'est quand même intriguant, Soro le disait tout à l'heure, de se dire, mais des gens qui sont aussi engagés, finalement, ils y sont par conviction ou ils y sont pour des motifs personnels? Moi, je pense que ça pose la question de la conviction même en politique. Moi, je parlerais plutôt d'opportunisme. Je parlerais plutôt d'accès à des postes clés. Je parlerais plutôt d'intérêt économique. On sait aujourd'hui que le RHDP est un pouvoir fort, aussi bien politiquement, socialement que financièrement. Et lorsqu'on regarde du côté du RHDP, il se dit qu'il y a des postes clés à prendre. On se rappelle de Kone Tefou qui était très virulent envers le RHDP. Qui est issu du mouvement Génération Peuple Solidaire de Guillaume Soro. On a été surpris de son départ de GPS pour le RHDP, on est surpris également du départ de Jean-Yves Lesso. Ça relève de la conviction, de la fidélité en politique et puis ça interroge également sur la morale même en politique. Alors voilà ce qu'en disent nos 2 confrères qu'on a interrogés. Tout d'abord Pierre Kwame et David Bedia, qui sont tous les 2 journalistes. Ils ont donné leurs avis, ce qu'ils pensent de ces transhumances auxquelles on assiste à 6 mois du scrutin présidentiel. On les écoute et bien entendu après, on aura quelques commentaires à faire sur leurs différentes déclarations. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on appartient à un parti politique en règle générale par conviction. Puisque ici, les questions d'idéologie. Nos partis politiques sont généralement guidés par des idéologies. Donc, on adhère à ces partis par conviction. Ensuite, il y a l'ambition et la vision. Au fur et à mesure qu'on évolue, on peut avoir d'autres ambitions, on peut avoir d'autres visions, ou peut-être l'idéologie qui caractérisait notre parti ne nous convient plus. Dans ce cas, on essaie d'aller ailleurs, voir là où notre compétence peut être reconnue, là où nous pouvons réaliser notre ambition. Donc la transhumance politique fait partie de la vie de tous les jours dans chaque pays. C'est vrai que du côté de l'Occident, c'est difficile de voir les transhumants, mais en Afrique, c'est courant. C'est courant, surtout que généralement, le parti au pouvoir est très fort. Nous sommes dans des régimes hyper présidentialistes, donc le parti au pouvoir, le parti au pouvoir a beaucoup plus de moyens, fait la pluie et le beau temps, et du coup, il attire
les militants ou les cadres des autres partis. Donc c'est tout à fait normal sous notre optique. Après, pour ce qui est de la confiance, tout dépend de l'implication du transfuge. Si le transfuge montre des signes des signes de confiance, si le transfuge s'implique dans les activités politiques, si le transfuge adhère entièrement à la vision du parti et se comporte tel, je pense qu'il n'y a pas de raison de douter de lui. Mais après, si ce transfuge-là reste apathique, indolent, a du mal à se distinguer ou à se démarquer des autres militants, alors, ou bien qu'il fait le jeu de l'adversaire, c'est ce qu'on n'aura pas confiance en lui. Donc on vient juste entendre l'avis de Pierre Kwame sur la question des transhumances politiques. Il n'en est pas surpris, finalement pas grand nombre en semblent surpris, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est une tradition qui précède quasiment chaque scrutin présidentiel, notamment. Même les élections locales aussi ne sont pas épargnées par ce phénomène-là. Rapidement, commentaire sur cette déclaration. Ou peut-être qu'on va demander à la régie de nous passer l'avis de David Bédia avant de revenir pour commenter les deux avis qui, en plusieurs points, se rejoignent. La question est pertinente. Après l'épisode de Jean-Yves Esso, peut-on faire confiance aux transfuges politiques en Côte d'Ivoire? Il faut dire qu'avec les politiciens, on doit s'attendre à tout. Parce qu'ils sont imprévisibles. Normalement, adhérer à un parti politique est une question de conviction. Donc, du jour au lendemain, dire je ne suis plus de ce parti parce qu'on m'a dit quelque chose, on m'a fait quelque chose, et que je vais dans un autre parti qui a une idéologie carrément différente, ça mène à s'interroger, est-ce que les leaders politiques, les acteurs politiques entrent dans les partis par conviction ou en suivant l'idéologie de ce parti? Parce que même quand on suit l'idéologie du parti et que même on a subi une blessure, une frustration, on ne peut pas faire un revirement à 360 degrés, c'est pas possible, puisque l'idéologie reste. Je vous prends seulement l'exemple du FPI qui s'est aujourd'hui scindé en 3 parties, le PPACI et le MGC. Je ne sais pas si vous avez la même lecture que moi, mais lorsque Laurent Gbagbo partait créer le PPACI, il a dit, et ça a été beaucoup mal interprété par beaucoup de personnes. Il a dit, prenons le contenu et laissons l'enveloppe. C'est ce que les gens ont appelé, puis il a traité affiliation d'enveloppe vide. Non, il parlait de l'idéologie. C'est-à-dire que quand on quitte le FPI et qu'on part créer le PPACI, on ne change pas notre vision. La vision qu'on avait au FPI, c'est la même vision que nous partons construire. Ça n'empêche pas affiliation de rester toujours aussi fidèle à cette vision. Même le MGC a la même vision. Vous avez suivi dans une interview où elle disait, la présidente du MGC, que le divorce n'est pas politique. Il y a eu un divorce, puisque c'était monsieur et madame, mais le divorce n'est pas politique. La vision politique reste la même. Le docteur Tony Katida l'a confirmé sur un plateau au Burkina Faso pour dire que nous avons été formés par cette femme que nous appelons la camarade Simone. C'est elle qui nous a formés, puisque nous étions jeunes. C'est elle qui nous a formés. Je ne la vois pas dans une autre vision que celle que nous, au PPACI, nous avons. Même quel est son parti politique, ça restera toujours la même vision. Mais quand on quitte un parti comme le PDCI-RDA, pour aller carrément, c'est vrai que le PDCI est un parti de droite, un peu comme le RHDP, mais attention, le PDCI et le RHDP, c'est 2 partis de droite, mais différents à l'intérieur. La différence se situe à quel niveau? Le RHDP a un fonctionnement que le PDCI n'a pas. Il faut le dire clairement. Le RHDP est un parti très catégorique dans sa manière de faire. Le RHDP est un parti qui utilise des moyens qui lui sont personnels
pour atteindre ces objectifs. L'actualité vous le démontre avec la crise des enseignants qui se passe actuellement. On a entendu une audio qui est passée sur les réseaux sociaux. On peut l'interpréter comme on veut, mais je vous dis que c'est un parti qui, quand il veut, il fait ce qu'il veut pour atteindre ses objectifs. N'oublions pas l'épisode de la rébellion que nous avons connu en Côte d'Ivoire. Cette rébellion, je ne crois pas, même si quelqu'un pourrait me demander est-ce que tu as la preuve que c'est le RHDP, mais au moins j'ai les preuves que le RHDP a bénéficié des fruits de cette rébellion, et ce sont les fruits de cette rébellion qui lui ont permis d'être là où il est aujourd'hui. Donc, du coup, là, quelqu'un qui est au PDC-RDA, que moi je connais là, venir tout de suite dire que je suis, et puis en combien de jours? En combien de jours? Il a été frustré quand le plateau a eu lieu, je crois que c'était le dimanche passé. Et avant, en une semaine, du coup, M. Esso va au RHDP. C'est pourquoi je me pose la question. Sero Djabiga, réaction à la suite de ces différents commentaires émanant de nos confrères. Bon, les deux confrères, que ce soit Pierre Kwame et David Bedia, ont posé le problème de la transhumance et de l'idéologie politique. Ils ont parlé un peu de conviction aussi. Et la question que je me pose, puisque le départ de Jean-Yves Esso était quand même un peu spontané, hein. Ça a été épidémique et ça a été spontané juste après la réaction du PDCI. Le lendemain, il a démissionné. Bon. S'il n'était pas content, si tant qu'il n'était pas content de la réaction de son parti après sa participation au départ des NCI, pourquoi il n'est pas allé au PPAC? Pourquoi il n'est pas allé au FPI? Après, ce n'est même pas le même croisement idéologique, attention. Oui, mais ce n'est pas le même croisement idéologique aussi que le RHDP. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. La fracture que nous vivons aujourd'hui, la fracture politique que nous vivons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est la conséquence de plus de 3 décennies de nos grands leaders politiques. Ils ont posé des actions aujourd'hui qui nous ont divisés. Aujourd'hui, ceux qui sont sur la scène politique, ce sont, quand on peut dire la génération intermédiaire, ce sont ceux-là aujourd'hui qui vont diriger nos différentes générations jusqu'à ce que d'autres générations prennent le flambeau. Et si aujourd'hui les grands leaders qui sont sous l'effet des projecteurs ne sont pas imbibés de la conviction politique, ne donnent pas le bon exemple, demain la Côte d'Ivoire va partir de mal en pire et on n'aura pas de bon exemple sur la scène politique. Il faut que nos leaders politiques donnent l'exemple aux jeunes qui viennent suivre. Souvent, on pose le problème de la participation politique de la jeunesse. Nous animons des formations, des participations et autres pour la participation politique des jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans la chose politique. Elle a été sacralisée, elle a été diabolisée, elle se gère de façon opaque. Et aujourd'hui, ceux qui sont devant aussi donnent l'impression qu'ils sont guidés par leurs intérêts personnels. Et malheureusement, quand on observe le cas de Jean-Yves, ça donne un peu l'impression qu'il est parti au restaurant. On a tous écouté son intervention hier. Il a dit qu'il a 56 ans, il a 8 enfants. Il ne veut pas faire encore 70 ans dans l'opposition. Ça veut tout dire. Ce n'est pas un bon exemple. Jean-Roger, c'est votre réaction? Moi, je dirais tout simplement qu'au regard de tout ce qui se passe, ce que je retiens, c'est que le PDCI est à la croisée du chemin. C'est un parti qui vit une situation assez difficile depuis 2 ans. Les tentatives de déstabilisation se multiplient. Le président Tcham gagnerait à revoir son leadership, gagnerait à revoir sa politique avec ses lieutenants, gagnerait aussi à rassurer véritablement les militants du PDCI qui de plus en plus se posent de nombreuses questions. Où va le parti? Quelle est la démarche du parti? Il y a de nombreuses défections. Même les cadres au niveau du PDCI fustigent, on sait plus ou moins tous que Bion fustige notamment à la direction du parti. On sait avec l'affaire Valérie Boni, aujourd'hui l'affaire Jean-Yves Esso, Valérie Apo, excusez-moi, ça fait un peu désordre. Et puis ça fait trop, pour parler comme l'homme de la rue, ça fait trop. Donc le PDCI gagnerait à revoir sa démarche. C'est vrai qu'au niveau du RHDP, les tentatives forcément de déstabilisation de l'adversaire sont perceptibles, mais le PDC aussi gagnerait à revoir, je pense, sa politique. Dernier sujet donc à l'ordre du jour de ce numéro de l'Intelligent Club, les tensions croissantes entre Alger et ses voisins sahéliens de l'AES. Alors le 31 mars, dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier,
un drone malien. Tout est parti de là. Hein. C'est vrai que les mois ou les années précédentes, les relations se sont dégradées de façon progressive. Mais dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un drone malien qui s'approchait de la frontière algérienne a été abattu par les forces algériennes. Alger estime que l'aéronef a franchi de 1,6 km son espace territorial. Non, à Bamako, on nie cette version donnée par l'armée algérienne. Toujours est-il que les positions se durcissent de part et d'autre. Alors, Soro Djabiga, l'AES aujourd'hui qui est en confrontation, qui est en conflit avec la Côte d'Ivoire, avec la CEDEAO de façon plus générale, hormis quelques pays comme le Togo ou encore le Ghana depuis l'avènement de John Mahama, et à un degré moindre le Sénégal, l'AES qui est en conflit avec l'Union européenne, qui mène un bras de fer également quasiment avec l'Union africaine. À cette allure, s'il faut y rajouter l'Algérie qui est un voisin stratégique, où est-ce que va cette organisation? Non, moi je ne présenterai pas ce tableau comme ça, comme l'AES est en conflit avec tout le monde autour de lui. Non, l'AES revendique aujourd'hui un certain nombre de choses qu'on ne lui reconnaît pas. Et aujourd'hui, le conflit qui oppose directement l'AES à l'Algérie, c'est d'abord le Mali qui est confronté à l'Algérie. Mais en vertu des accords de défense qui lient ces trois pays-là, le Burkina et le Niger se sont associés aussi au Mali pour pouvoir mener les mêmes actions, notamment le retrait de leurs différents ambassadeurs. Mais je ne présenterai pas l'AES comme une organisation qui a été créée pour faire la bagarre à tout le monde. C'est un fait, l'AES qui se retire de la CEDEAO, l'AES qui conteste l'autorité de l'Union africaine, l'AES pourtant qui refuse de sortir de la zone UEMOA. Enfin, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais je veux dire une organisation qui semble être en conflit avec tous ceux qui n'épousent pas sa vision des choses. Oui, moi je vois plutôt une organisation, une AES qui veut rompre avec tout ce que ces trois pays-là ont subi depuis plus de 10 ans. Donc quand on parle de rupture, je suis d'accord avec le terme rupture, mais l'AES veut rompre aujourd'hui avec la CEDEAO qui ne dit rien quand ces pays-là souffrent, quand ces pays sont attaqués au plan militaire, au plan politique. Je le rappelle, c'est très important quand même, la CEDEAO, dès le déclenchement du conflit au Mali, a dépêché une force militaire pour soutenir l'armée malienne dans la lutte contre les groupes djihadistes. Oui. Et ce n'est qu'avec l'avènement du régime putschiste de Assimi Goïta que ces derniers, ces juntards-là ont donc demandé à la CEDEAO de se retirer. On a même eu des soldats ivoiriens qui sont morts pour le Mali, tout comme au Burkina Faso, tout comme au Niger. On ne peut pas dire quand même que la CEDEAO est restée inerte face à ce qui se passe dans les pays de l'AES. Oui, la situation a escaladé. Tout ne s'est pas fait de façon spontanée. Dès les prises de fonction, l'AES n'existait pas encore. Le Mali, le Burkina et progressivement avec le Niger tout récemment n'étaient pas forcément opposés à la CEDEAO. C'est après plusieurs sanctions qui ont été prononcées contre eux, après des situations qu'ils ont pu vivre, que ces pays-là ont décidé de se retirer. Pour revenir ici un peu sur ce qui se passe avec l'Algérie, ces deux pays sont opposés par leur version. Et selon le gouvernement malien, effectivement le drone survolait son territoire, mais n'avait pas encore franchi la limite, la frontière. Il faut reconnaître quand même que ces deux pays ont mené beaucoup de choses ensemble. Ils appartiennent à beaucoup d'organisations qu'ils dirigent ensemble en vue de sécuriser leur territoire et de lutter contre le terrorisme ensemble. Le drone n'avait pas franchi le territoire, n'avait pas encore franchi la limite algérienne. Et selon certaines informations que nous avons pu recueillir, le drone effectivement survolait le territoire malien pour pouvoir bombarder des positions des terroristes, des chefs terroristes qui étaient en réunion. Et voilà pourquoi les Maliens accusent directement l'Algérie de protéger ces groupes terroristes-là, qui sont majoritairement des Touaregs. Parce qu'il ne faut pas présenter... Les Touaregs, il faut quand même... Justement, c'est ce que je m'apprêtais à dire, justement. Voilà, faut nuancer. Voilà, faut nuancer. Ils sont majoritairement musulmans. La plupart d'entre eux aussi appartiennent de groupes djihadistes, d'autres aussi appartiennent de groupes séparatistes. Il faut reconnaître aussi cela. Voilà. Je vais dire vers la frontière, c'est plutôt des séparatistes qui y sont installés. Alors, Jean-Richard Nguessan, l'Algérie est la 26e puissance militaire mondiale et la 2e sur le plan africain. Quand on sait ce que valent les pays de l'AES, avec tout le respect qu'on leur doit, quand on sait également que ces pays-là sont amputés dans le contrôle déjà de leur territoire, on s'imagine très difficilement comment est-ce que, même unis à trois, ils pourraient oser provoquer, aller à la confrontation
à un certain niveau avec Alger. Avant de répondre à votre question, moi, l'observation que j'ai, c'est que les présidents qui composent l'AES sont des spécialistes non seulement de la diversion. Président. Il faut relativiser le terme, ce sont des putschistes. Allez-y. Bon, les différents chefs d'État qui composent les différents pouvoirs, que ce soit au Mali, au Niger ou encore au Burkina, sont des spécialistes dans le dilatoire et dans la diversion. Et je pense que cette situation-là se présente comme du pain béni, non seulement pour Bamako, pour Ouaga ou encore pour Niamey. Vous savez, toute situation qui peut renforcer l'unité nationale, la propagande, en griffe ou encore la propagande est du pain béni. Lorsque ces différents pouvoirs où ces différents putschistes arrivaient, ce qu'ils vendaient ou ce qu'ils présentaient, c'était non seulement d'apporter la sécurité au peuple, la bonne gouvernance, mais force est de constater, malheureusement, qu'après 2, 3, voire 4 ans d'exercice du pouvoir, on observe quel type de sécurité, non seulement dans le nord du Mali, dans le nord du Burkina ou encore au Niger. Et cette situation-là profite à ces différents chefs d'État pour patauger dans ce qui n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vrai que c'est une situation assez délicate. On souhaiterait qu'il y ait la paix entre les différents chefs d'État. Mais après, je pense que c'est une situation qui aurait pu se régler assez facilement. Le Burkina aurait pu servir qu'est-ce que je vais dire? Peut-être de médiateur pour favoriser le dialogue entre Bamako et Alger, mais malheureusement, la crise s'enlise, Niamey qui se mêle et on ne s'en sort pas. Je pense que cette situation est plus ou moins déplorable. Nous avons justement interrogé à ce sujet Geneviève Götzinger, qui est patronne de l'agence Image E, une éminente journaliste française, qui nous partage donc sa lecture de la situation de conflit qui prévaut actuellement entre Alger et ses voisins sahéliens. Je pense qu'il s'agit en fait d'une grosse erreur. L'Algérie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont des voisins. L'Algérie a joué un rôle actif autrefois en termes de facilitation et de médiation, notamment avec feu l'Alcor d'Alger pour ce qui concerne le Mali. Et d'une manière plus générale, leur coopération était multiforme en matière de sécurité et aussi d'aide humanitaire. Je pense que cette logique de confrontation aujourd'hui s'explique par l'échec flagrant des 3 régimes de l'AES. Ça obéit à une logique de bouc émissaire. Tout est bouc émissaire. La France est bouc émissaire, on la chasse. La CEDEAO est bouc émissaire, on la sort, on en sort. Et maintenant, l'Algérie est présentée de manière absurde comme la complice du néocolonialisme. Mais il n'y a rien à gagner de cette confrontation, parce que d'abord, l'expertise dans le domaine militaire et du renseignement du domaine algérien pourrait profiter à des régimes qui sont en pleine perdition sur le plan sécuritaire. Et puis parce qu'on ne plaisante pas avec un régime comme l'Algérie qui ne connaît que le rapport de force. Je ne suis pas certaine, et c'est un euphémisme, que les pays de l'AES puissent gagner quoi que ce soit dans cette confrontation. La manière dont le drone a été abattu était un premier signal. Le communiqué extrêmement dur des autorités algériennes qui parle de clic inconstitutionnel, le terme est quand même très fort, montre le degré de colère et la volonté de ne pas se laisser faire par les voisins maliens. Être dans cette logique de citadelle assiégée se traduit sur le terrain par des catastrophes sur le plan sécuritaire et des massacres ciblés de population. On l'a vu récemment avec ces villages Peul au Burkina Faso. Au Niger, il y a un blocus aujourd'hui méthodique des groupes armés terroristes autour de localités stratégiques qui les isolent, qui les asphyxient, notamment dans la région de Tillabéri et qui se rapprochent de manière significative de Niamey. En fait, c'est cet échec que les régimes putschistes de Bamako, de Niamey, de Ouaga essaient de dissimuler à leur population en trouvant un nouveau bouc émissaire. Mais je suis persuadée que sur le long terme, ça ne peut pas durer très longtemps. La propagande de l'AES sur une forme conjointe de 5000 hommes, eh bien, elle ne tient pas très longtemps devant les faits. Soro Djabiga, on vient donc d'écouter Geneviève Götzinger dans sa lecture de la situation de conflit qui oppose aujourd'hui Alger, non seulement à Bamako, parlons plus spécifiquement de la junte putschiste de Bamako, mais également de ses pairs de l'AES. Elle se rapproche de la position de Jean Richard. Elle semble croire également que les juntes putschistes sont dans une logique de diversion, dans le dilatoire, accuser tout le monde sans jamais se remettre en cause.
Votre avis là-dessus, votre réaction à la suite de ces propos? L'État malien a quand même un drone, un appareil qui a été détruit. Donc, vous comprenez pas. 1,6 km des frontières algériennes selon Alger. Oui, sur son territoire. Non, sur le territoire algérien non, ça, selon Alger. Oui, selon Alger. Selon les avis divergent. Les avis divergent. Et elle a dit quelque chose que je retiens et il faut prendre ça en compte. Elle a dit que l'État algérien ne comprend que le langage de la force. Effectivement, il est de notoriété publique que l'Algérie ne se laisse pas dominer, même devant les puissances comme la France. Donc, tout comme monsieur de l'AES. Oui, je m'apprêtais à le dire. L'AES ne va pas se laisser intimider devant l'Algérie aussi. Ce que je veux dire, c'est que vous avez, face à la Côte d'Ivoire, l'AES, excusez-moi du terme, mais fait le gros dos. Face à la France, on peut faire le gros dos. Parce qu'on sait qu'on a affaire à des gens qui ont la culture modérés, du dialogue, oui. Mais face à l'Algérie, ça risque de faire très mal. Oui, et c'est dangereux pour nous, pour les voisins aussi, les voisins immédiats. Par insolence. Oui, mais pour les voisins immédiats aussi, nous faisons frontière directement avec ces pays-là. Ouais. Et en géopolitique, il ne faut pas regarder que l'AES, vous regardez qui l'AES a derrière toi. Il y a la question spécifique qu'on se pose toujours en géopolitique en cas de conflit. Qui est derrière toi, qui te parraine? L'AES aujourd'hui a un gros morceau qui est derrière lui. On a tendance à le dire, la Russie ne développe pas des pays, la Russie n'apporte rien. Mais au plan militaire, la Russie fournit des éléments, la Russie fournit la formation et la stratégie. Et aujourd'hui, moi, je crains que ce conflit en aboutisse à une guerre ouverte entre ces deux pays et ça va se généraliser comme ce qu'on a pu voir en Ukraine. Objectivement, Jean-Cher Nguessan, on sait depuis près de 4 ans déjà que la Russie est aux côtés des juntards maliens et depuis plus de 2 ans des juntards et des putschistes burkinabés, mais c'est de la vérité. Ce sont les termes qui sont là qu'il faut employer. Burkinabés et nigériens. On le sait, c'est une évidence. C'est une évidence. Alors, objectivement, on suit tout ça. On s'attendait plus ou moins, peut-être qu'on aurait peut-être accordé du crédit à la thèse d'une résilience militaire de ces putschistes-là, si enfin, puisque le Mali n'est pas représenté par ces gens-là. Mais je veux dire que si jamais il y avait du résultat, j'en viens du résultat de façon illégale et illicite, de façon illégale, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de résultat concret sur le terrain. Dans la lutte contre les djihadistes, aujourd'hui, le Burkina Faso, par exemple, en 2 ans, de pouvoir de M. Ibrahim Traoré, il a fait plus de victimes dans sa gouvernance que les 7 années de conflits qui l'ont précédé. Très rapidement, on me signale que notre temps est imparti. Très rapidement, dites-nous Jean-Richard, est-ce que ces régimes-là, qui ne peuvent même pas contrecarrer les velléités expansionnistes des groupes djihadistes qui sont en leur sein et qui gagnent du terrain chaque jour un peu plus, vous les voyez objectivement se mesurer à une puissance comme l'Algérie? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je suis un fervent partisan du dialogue. Je pense qu'au finish, on se mettra autour d'une table et on discutera éventuellement sur cette situation. Vous savez, les initiatives au niveau des différents putschistes, ces différents pays-là n'ont quasiment rien apporté. On se rappelle de la réorganisation de l'armée, du recrutement massif de militaires. On se rappelle aussi des volontaires pour défendre la partie. Tout ça n'a véritablement pas apporté l'effet escompté. Malheureusement, cette situation-là est en train de favoriser, je pense, ces différents régimes. C'est une situation qui favorise l'unité nationale. On a observé depuis quelques heures des manifestations aussi bien à Bamako qu'à Ouaga pour soutenir ces différents régimes. Je pense que c'est dommage et c'est une situation qui est faite pour arranger ces différents régimes. Tant que ça peut apporter de la diversion et du dilatoire, c'est bon à prendre pour ces différents régimes. C'est ce qu'on vit malheureusement depuis plus de 4 ans. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce numéro de l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. On va se dire au revoir comme d'habitude et on se retrouve demain comme chaque soir à partir de 19h45 précise sur nos antennes. Au revoir.